Chers amis, bonjour. En l'honneur de la fête de Saint-Charlemagne, 28 janvier 2024, nous avons le plaisir de vous offrir une petite découverte archéologique qui concerne la vie de notre grand roi et empereur d'Occident, Saint-Charlemagne. Nous nous trouvons ici à Juvigny-sur-Tertre, comme vous pouvez voir le panneau ici. Et la tradition dit qu'une petite source a jailli alors que les guerriers de Charlemagne étaient assoiffés au retour de sa campagne contre les Sarrasins, où il avait perdu avec beaucoup de peine son neveu Roland, et qu'au retour il alla offrir ses armes en acte de dévotion à Saint-Michel, au Mont Saint-Michel. Et après avoir passé quelques jours à Avranches, il passa par ce petit village là de Juvigny-sur-Tertre dans la Manche, et juste après le petit hameau, il y a un lieu-dit qui s'appelle Charlemagne, et une source miraculeuse aurait été, je parle au conditionnel parce qu'on n'est pas encore tout à fait affermi dans cette tradition, mais je vais vous la montrer dans quelques instants, cette source miraculeuse, alors que ses guerriers étaient assoiffés. Et on dit que Charlemagne a planté son épée dans le sol comme ça, et après avoir prié pendant quelques instants, la source a jailli le long de son fourreau et a pu abreuver et sauver ainsi la vie de ses guerriers. Et nous sommes allés du coup aujourd'hui, fête de Saint-Charlemagne, sur le lieu dit Charlemagne, et vous allez pouvoir découvrir avec moi cette petite source qui confirme de manière vraiment extraordinaire, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce bassin au milieu d'un champ, avec une petite source qui probablement, là vous voyez, il y a une jeune fille qui regarde, qui est juste devant le petit ruisseau qui conduit, là où il y a les tôles, à la source. Donc c'est peut-être exactement à cet endroit-là, dans ce lieu dit Charlemagne, qu'a eu lieu ce miracle éclatant. Et on dit aussi que Charlemagne avait planté sa tente dans ce lieu avant l'apparition de ce bassin. Et vous pouvez regarder avec moi combien cet empereur aimait la France, aimait la Bretagne, aimait la Mayenne, puisque nous voyons ici à perte de vue un magnifique paysage avec ce soleil couchant. Ce grand stratège qui était aussi un pieux chrétien qui s'était mis à genoux, et 1000 ans plus tard, nous avons toujours cette petite source. Et vous allez voir avec nous que ce n'est pas le seul élément qui reste dans ce... Voilà, je m'approche avec vous du bassin qui est en dessous là. Et la petite source qui se trouve ici, c'est assez marécageux, mais vous voyez, vous allez voir, le petit filet d'eau qui coule là-bas, là. Vous voyez cette source d'eau pure, avec ce petit bassin d'accumulation là qui est ici, avec des plantes vertes, des sortes de lentilles, et qui sont la preuve, dit-on, qui sont un signe que l'eau est parfaitement potable et pure. Vous voyez qu'elle est vraiment très belle et claire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais mes doigts qui sont pas très propres d'ailleurs. Et voilà, cette source de Charlemagne, qu'on dit avoir fait beaucoup de miracles dans les siècles passés, avec des pierres aussi qui montreraient peut-être qu'il y a eu, c'est peut-être du béton, je ne sais pas. Mais en tout cas, il serait tout à fait possible de construire ici un petit sanctuaire, un petit oratoire en l'honneur de ce grand miracle, de la source de Charlemagne, l'une des innombrables sources de Charlemagne. Encore deux petits ajouts dans ce lieu, là, dans cette source. Le premier, c'est qu'une autre source miraculeuse est attribuée à Saint-Charlemagne à Carcassonne, et des études récentes ont montré que cette eau était parfaitement pure et parfaitement potable. Et on aimerait faire ici cette même étude pour voir quelle est vraiment la composition de cette eau, qui est quasiment au sommet d'un tertre, ce qui est assez étonnant pour une source. Et d'autre part, j'avais pas vraiment remarqué, mais vous voyez ce pieu qui est planté exactement à l'endroit où jaillit la source, comme si c'était le rappel des siècles et des siècles après de cette première épée plantée par ce roi qu'on aime tant, d'avoir été si bon pour le peuple et puis pour son armée. Voilà, à tout à l'heure pour la suite. La légende continue en parlant d'un siège sculpté dans une souche de chêne, semblable à cette souche ici, qui est juste à côté de la source, sur lequel Charlemagne s'est assis, alors qu'une paysanne, ou plutôt une jeune châtelaine, arrivait d'un manoir environnant, et elle s'appelait Germaine. Et elle est venue porter sa plainte auprès du grand roi de France, qui aimait rendre justice comme Saint-Louis plus tard, et elle lui expliqua que son père était mort à la guerre contre Didier, roi des Lombards, dans ces guerres qu'il avait faites en Italie, et que son frère Germain était mort avec son fiancé Richard de la Bazoge, dans la guerre lointaine qu'il fit contre les Sarrasins, et qui était parti avec les 100 chevaliers bretons, à l'appel du neveu de Charlemagne, Roland, et que tous les deux étaient morts comme ça, héroïquement, contre les Sarrasins.
Et Charlemagne fut pris de pitié pour cette jeune Germaine. Et sur ce chêne, il voulut le récompenser la valeur, la vaillance de ces nobles guerriers, et anoblit la famille de cette Germaine, notamment son petit frère qui lui restait. Il alla jusqu'au manoir de Juvigny, qui est non loin d'ici, que nous allons aller voir tout de suite, maintenant, tout à l'heure. Et il ennoblit, et c'est la famille de Saint-Germain qui est, je ne sais pas s'il y a encore des descendants, nous allons les rechercher, et qui porte dans ses armes, qui sont de gueule, la couleur de sang, rouge, le sang des martyrs, et 3 besants d'argent, c'est-à-dire la monnaie, qui symbolise peut-être, je pense, les âmes de ces 3 jeunes gens qu'elle avait perdus, à savoir son père, son frère Germain et son fiancé Richard de la Bazoge. Et la devise de cette famille est tout à fait digne de ce grand empereur, puisqu'elle dit, si je me souviens bien, Deo et ecclesiae fidelis et obediens, fidèle et obéissant à Dieu et à son Église. Magnifique famille de Saint-Germain, de Juvigny, et qui a eu tout un rôle ici dans la Manche, ensuite pendant tout le Moyen-Âge, mais dont cette histoire serait, comme beaucoup de familles nobles qui ignorent peut-être ou qui disent « Ah, ça c'est des légendes », mais non, nous avons, évidemment, c'est peut-être pas la même souche de chêne, mais c'était l'occasion de rappeler cette histoire merveilleuse dans ce lieu tout à fait paradisiaque. Nous nous trouvons ici dans le cimetière qui entoure la petite église de Bellefontaine, et vous allez découvrir avec moi 2 choses. D'abord ce sarcophage carolingien, on a appris tout à l'heure, qui serait peut-être alors un signe, 1000 ans après, de cette petite Germaine dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est venue se plaindre au roi Charlemagne, et qui, apprenant la mort de son fiancé, s'est pâmée dans les bras de Saint Charlemagne, qui pensait qu'elle était simplement pâmée de tristesse, et qui est morte ainsi de tristesse. Et Charlemagne l'a fait enterrer en grande pompe dans le village de Juvigny, Juvigny-sur-Tertre, qui est à 5 km d'ici. Mais le manoir dont elle dépendait, nous allons aller maintenant, était sur cette paroisse de Bellefontaine. Et c'est pour ça qu'un jour, ce sarcophage est revenu ici, près de cette église, mais pendant longtemps, il est resté devant l'ancien presbytère qui se trouve là-bas, juste derrière l'église, qui était en dehors du cimetière. Et tout à l'heure, nous sommes rentrés dans le cimetière au moment où un certain monsieur Guy Moutel, je crois, qui a un nom comme ça à peu près, et qui est vraiment la mémoire locale d'ici, et qui nous a parlé de ce sarcophage, puisque lui a habité ce presbytère, et nous a dit que oui, effectivement, il y avait tous ces éléments-là qui allaient dans le même sens. Et même ce lieu de village de Bellefontaine, selon la légende, aurait été nommé, désigné ainsi par Charlemagne, en l'honneur de cette source dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, il reste un dernier élément à aller voir, c'est le château qui se trouve là-haut, sur une des collines, le château du Haut-Cours, dont il reste apparemment très peu de choses, enfin quelques ruines, quelques pierres, mais très peu, dont serait originaire cette petite Germaine, et dont la famille de Saint-Germain tire sa racine la plus profonde. Voilà, à tout à l'heure. Nous nous trouvons ici dans l'enceinte de l'antique château de la cour d'en haut. Et vous pouvez voir sur ce linteau de cette grange qui est reconstruite début 20e. Mais vous voyez ce linteau qui est ouvragé là, qui ne correspond pas du tout à cette figure d'une grange, mais bien plutôt, comme vient de me dire le propriétaire, qui correspond à toutes ces pierres éparpillées du château qui a été réinstallées un peu partout dans les bâtiments environnants. Voilà, donc ce monsieur savait, ce propriétaire, sait bien qu'il y avait un château ici, mais il n'en a plus la trace, il ne sait pas exactement où il est, ce château. Et donc là, c'est une maison moderne, mais qui est dans ce lieu de la cour d'en haut. Nous nous trouvons ici, ce soir du 28 janvier, devant la chapelle du manoir de la Bazoge, qui était le fief de ce Richard de la Bazoge, le célèbre fiancé de cette Germaine, qui est morte de tristesse que son cher fiancé valeureux et héroïquement mort aux côtés de Roland à Roncevaux lui a fait perdre la vie de tristesse. Et donc c'est dans ce lieu que vécut pendant 1000 ans cette famille de la Bazoge. Nous savons à qui appartient aujourd'hui ce château, ce manoir. Nous aimerions retrouver des descendants de cette famille pour leur raconter cette histoire de ce Richard de la Bazoge, et puis peut-être un jour pouvoir rentrer dans cette chapelle. Il y a peut-être des tombes familiales, quelque chose, quelques traces de cette histoire héroïque, merveilleuse, de notre histoire sainte de France.
Voici la légende de Saint Charlemagne à Jevigny-le-Tertre, dans la Manche, telle que vous pourriez la trouver sur le site internet en tapant source Charlemagne et Juvigny. Donc, qui a été collectée par un auteur vers 1818 à partir de la tradition orale qu'il a trouvée sur le lieu même. Voici ce que dit cette légende. Charlemagne revient d'Espagne. Il est triste, triste d'avoir perdu à Roncevaux son neveu Roland. Et la bataille, hélas, et 20 000 braves qui n'étaient jamais las de chevaucher et de se battre. Le grand empereur, à la barbe fleurie, comme cerisier en avril, est passé par Blaye pour déposer dans les caveaux du plus vieux couvent de la douce France le corps embaumé du malheureux fiancé de la belle Aude aux bras blancs. Puis il est allé jusqu'aux marches de Bretagne, ad limites Britanniae, disent les chroniques, pour mêler ses larmes à celles de ses parents et des amis du héros qui n'est plus, pour porter des consolations, lui qui ne peut être consolé, aux pauvres compatriotes du plus jeune et du plus vaillant capitaine de son temps. Après ce douloureux pèlerinage au pays natal de son neveu, entre Bretagne et Normandie, Charlemagne ne put pas ne pas aller au Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Ceux qui pleurent prient, ceux qui ont été vaincus ont soif de la victoire, et l'empereur pria, sur la merveille de l'Occident, le chef des milices du paradis, le nouveau Mars des chrétiens, de lui donner 10 fois sa revanche sur les Sarrasins d'Espagne. Puis, se rendant à Aix-la-Chapelle, sa capitale, il se dirigea vers Avranches, où il séjourna quelque temps et prit l'antique route de Vire par Jevigny-le-Tertre pour gagner d'abord Paris. C'est depuis le passage du grand empereur et de son armée dans ce coin du Mortinet qu'il y a à Jevigny une fontaine Charlemagne. Le pays était alors très pauvre, il y avait plus de forêts et de grands bois que de champs cultivés. Les villages étaient rares et le pommier inconnu. Un soleil de juillet embrasait l'air de ses rayons de feu, cuisait les visages et desséchait les gorges. Les soldats marchaient sans repos depuis Avranches, espérant toujours trouver une agglomération d'habitants suffisante pour leur procurer des vivres. Ils ne trouvaient même pas d'eau, la plupart des sources étant taries par une sécheresse extraordinaire. L'armée, à bout de force, dut s'arrêter, et la tente de l'empereur fut dressée au village qui s'appelle aujourd'hui Charlemagne et qui s'étend en partie sur le territoire de l'antique paroisse de Jevigny-le-Tertre ou la Petite Montagne. La garde d'honneur, composée de 12 comtes palatins, prend son service autour de la tente impériale avec autant de solennité qu'à la porte d'un palais. Des barons délassent les armures de leurs souverains, et les 1000 clairons, qui sont la musique du roi de France, lancent désespérément dans les vallées de la Sélune et de la Cé leurs notes d'airain les plus puissantes, pour annoncer aux manants de tout le pays, à 4 lieues au moins à la ronde, que le grand maître est là, qui les appelle à lui rendre hommage, à lui offrir leurs présents comme des vassaux le doivent à leur seigneur. Le son du corps de Roland à Roncevaux ne dut pas porter plus loin. La sonnerie guerrière n'était pas achevée qu'une jeune fille, grande, svelte, habillée d'une robe blanche, serrée à la taille par une ceinture à boucles d'or, se présenta au camp improvisé, accompagnée de 2 suivantes, et demandant à parler au roi. Charlemagne était doux à ces sujets, et ne repoussait point comme importuns ceux qui désiraient lui présenter leurs suppliques. Entouré de ses sages conseillers, assis sur un large siège de chêne sculpté qui avait tout l'air d'un trône, il donna donc l'ordre d'introduire la jeune habitante de ces lieux. Elle entre, timide, rougissante, et après avoir salué d'une profonde révérence le grand suzerain, elle reste les yeux baissés et par respect attend que le maître l'interroge. Ma fille, qui es-tu et que veux-tu lui demande l'empereur. Je m'appelle Germaine de Juvigny, et j'habite avec ma mère infirme, ma pauvre et chère Bertrade, à 2000 pas d'ici, un pauvre manoir que mon père Aubert n'a vu de longtemps et ne reverra plus, car il vous suivit en Italie pour faire votre guerre à Didier des Lombards. Il est mort là-bas, que Dieu ait son âme. Brisée par l'émotion et ce souvenir, la jeune châtelaine de Juvigny laissa couler quelques instants ses larmes, puis elle reprit. Mon frère Germain partit avec Roland, qu'il connaissait bien. Roland, votre neveu et préfet des frontières de Bretagne, s'en alla en Espagne guerroyer contre les mécréants. Et Richard de la Bazoge, qui me donna sa foi de m'épouser, accompagna aussi les 100 gentilshommes de par ici qui voulurent se battre sous votre bannière contre les Sarrasins. Où sont Germain et Richard? Je viens demander de leurs nouvelles. Épuisée par cet effort, elle pâlit et s'appuie au bras d'une de ses suivantes. Chose étonnante, l'empereur et les barons présents, quoique leur cœur soit endurci par plus de 20 ans de guerre, paraissent aussi émus que la jeune fille. Aubert, Germain, Richard, tous ont connu ces héros, mais ils sont morts, bien que morts au champ d'honneur. Charlemagne lui-même a pâli, il tire avec embarras sa barbe blanche et répond lentement.
Votre père était brave et me servit bien. En souvenir de lui, je fis compte votre frère Germain, un fier soldat aussi, qui s'est battu comme un lion là-bas, de l'autre côté des grands monts. Terrassant ses ennemis avec un courage merveilleux, il les a tous mis en fuite. Cependant, dans un combat où je n'étais pas, car je l'aurais défendu comme mon fils, un épieu lui a brisé le bras. Il ne pouvait plus alors ni combattre ni se défendre, et une lame l'a traversé de part en part. Il est tombé dans la mêlée. Hélas, gémit la jeune fille, les conquérants broient les cœurs des femmes. Et Richard de la Bazoge ajoute-t-elle, qu'est-il devenu, lui qui m'avait juré de me prendre pour femme? Ma chère fille, chère amie, dit le roi avec un embarras croissant et de sa voix la plus douce, voulant être consolateur. Lui aussi s'est battu merveilleusement. Il était le meilleur lieutenant de mon neveu. C'est lui-même qui a fait prisonnier le roi des Arabes, Marsile, et qui lui a coupé le poignet droit. Mais lui aussi a été victime de sa bravoure. Richard est mort, interrompit la pauvre Germaine de Juvigny. Richard, mon capitaine, celui que j'aimais tant, je ne le verrai plus. Je ne connaissais pas meilleur guerrier que lui, répliqua Charles. Mais le premier de tout ce pays, après ton Richard, c'est Guillaume, l'aîné fils du comte de Mortain. Je lui donnerai un duché, accepte-le comme époux. Mais Germaine n'écoutait plus l'empereur. Elle était tombée dans les bras de ses femmes et elle mourait. De l'eau, s'écrie un vieux conseiller, quoique peu médecin. De l'eau, pour faire revenir cette pauvre fille de son évanouissement. De l'eau, s'écrie l'empereur, de l'eau, crient les barons présents, de l'eau, clame toute l'armée qui ignore le tragique événement, mais qui trouve un soulagement à clamer sa souffrance après que les chefs en ont donné l'exemple. Car la discipline est forte dans l'armée de Charlemagne, et pas un guerrier ne se serait permis de se plaindre quand les chefs taisaient stoïquement les tortures que leur faisait endurer la soif. Déjà, les paysans des environs arrivaient, apportant diverses offrandes, du pain bis cuit sous la cendre, des gâteaux d'orge et de miel, des tourterelles, des pigeons, les plus riches des agneaux et des bœufs, les plus riches apportaient des agneaux et des bœufs, des fourrures de loups et de renards, des seigneurs amenaient leurs plus beaux chevaux, tout harnachés, offraient des armes de fer et de bronze étincelantes. Le camp se remplissait peu à peu des choses les plus diverses et même de vivres. Mais les réserves d'hydromel et de cervoise, boissons de ce pays, alors que l'on ne connaissait pas le cidre, étaient depuis longtemps épuisées dans tout ce canton, et aucun vassal n'avait songé à offrir de l'eau. C'était ce qui manquait absolument dans le camp de l'empereur. L'émotion et la douleur de Charlemagne étaient portées à leur comble. Il prenait lui-même l'infortunée jeune fille dans ses bras, pleurait de pitié et de désespoir de ne pouvoir sauver la malheureuse fiancée. Mais il croyait bien, cependant, qu'elle n'était qu'évanouie. Dans ces temps de robuste foi, quand on ne savait plus comment retourner un malheur imminent, on s'adressait aux saints ou aux saintes du paradis. Instinctivement, c'est ce que fit Charles. Il ficha son épée en terre pour se prosterner devant le croisillon qui remplaçait tant bien que mal la croix ordinaire de pierre ou de bois. Et il tomba en prière devant cette épée faite calvaire. 2 minutes ne s'étaient pas écoulées que l'eau sourdait du sol le long du fourreau du sabre et ruisselait en minces filets de tous côtés. L'endroit était bon, l'empereur avait eu l'épée heureuse, il avait frappé juste sur une source cachée à moins d'un pied sous terre. On eut vite fait d'enlever le gazon sur quelques pieds carrés et de creuser un petit bassin qui fut bientôt rempli de belle eau claire. Cette fontaine valait un trésor, mais hélas, c'était un trésor trouvé trop tard pour Germaine de Juvigny. Elle était morte, rien ne pouvait plus ramener la vie en elle. Sa fine tête, couronnée d'innombrables cheveux blonds, dans lesquels était un petit croissant d'or brillant qui lui donnait la grâce d'une petite Véleda, était inclinée, inerte, sur une des épaules. La blancheur des lys et le carmin des roses n'étaient plus sur son visage. Tout son corps avait le ton mat et le froid de l'ivoire. Charlemagne remit le corps délicat et pâle de la douce et belle jeune fille aux suivantes qui étaient venues avec elle au camp, puis il fit apprêter une litière à la mode antique et désigna une garde d'honneur pour accompagner le cortège qui emporterait la fille du valeureux Aubert, la sœur de Germain, la fiancée de Richard, dans la chapelle de Juvigny. Toute la nuit, les comtes et les barons veillèrent le corps de la jeune morte, et le lendemain, l'enterrement eut lieu dans la chapelle même, en présence de l'empereur et de toute l'armée. Le corps modestement paré d'une robe de fin lin et d'un anneau de fiancée, couché dans un cercueil rempli de fleurs blanches qui exhalaient de suaves senteurs, fut descendu dans un caveau fait à la hâte. Sur la dalle de marbre blanc, on grava
Sigie Germaine de Juvigny, fiancée de Richard de la Bazoge. Au manoir de Juvigny, l'empereur ne fit que passer pour promettre à l'infortunée châtelaine qu'il serait le tuteur de son plus jeune fils, qui seul lui restait. Il emmena cet enfant jusqu'à son camp, le présenta à son armée, le recommanda à tous ses barons, le créa comte palatin avec le nom de Saint-Germain, en souvenir de la vie d'héroïsme et de devoir du frère aîné, Germain, et de Germaine sa sœur. Il nomma ensuite Bellefontaine la paroisse sur laquelle avait surgi si merveilleusement la fontaine qui avait désaltéré toute l'armée. En effet, la source n'est pas sur le territoire de la commune de Gévigny, mais sur celui de l'actuelle commune de Bellefontaine. Enfin, il baptisa de son nom de Charlemagne la fontaine qui, depuis ces événements, c'est-à-dire depuis plus de 1200 ans, n'a cessé de couler. Chose digne encore d'être citée, le petit village de Charlemagne qui lui-même a emprunté son nom à la fontaine est assis sur les 3 paroisses de Juvigny, Bellefontaine et le Méniltauve. En s'éloignant avec son armée, l'empereur tristement songeait. Il est à Aix-la-Chapelle une autre fiancée, la belle Aude, qui attend son Roland tué à Roncevaux. Mourra-t-elle aussi d'amour? Voilà cette belle légende telle que nous la trouvons relatée encore sur certains sites de internet. Voilà comment il reste des traces, comme nous avons pu le constater sur place à Juvigny, à Bellefontaine, dans ces lieux et dans ces manoirs et dans cette fontaine de ce lieu-dit de Charlemagne. Et voilà pourquoi nous voudrions susciter un grand élan en faveur de cet empereur pour retrouver ces racines merveilleuses de notre histoire sainte, de tant de miracles qui sont à l'origine de tant de lieux, de tant de calvaires, de tant de fontaines. Et si d'autres que nous se sentent l'inspiration et la ferveur d'aller trouver ces lieux, que ce soit à Carcassonne, comme nous l'avons mentionné, ou à bien d'autres endroits, à Briouze aussi, il y a un lieu de Saint-Charlemagne. Quant à nous, nous partons demain matin pour 3 jours de pèlerinage à Liège, la ville natale de Saint-Charlemagne, et Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire franc, qui est devenu l'Empire d'Occident, et qui est, à notre avis, comme la figure et le préfiguratif de ce qui reviendra demain, car Dieu ne change pas, et les saints qui sont du ciel et qui ont eu tant de joie à établir cet empire chrétien contre tous les hérétiques, contre tous les païens, nous aiderons et aideront tous ceux qui veulent être les fidèles sujets de nos rois, et parce que notre vrai roi, au-delà de Charlemagne, de Clovis, de Saint-Louis, jusqu'à Louis XVI, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est vrai roi de France et Notre-Dame qui est vraie reine de France, que Charlemagne aimait tant, comme nous le verrons, tant d'églises qui ont été fondées par lui, tant de dévotions qu'il avait, au point qu'il portait sur lui-même, sur son cœur, sur sa poitrine, l'image de la Vierge Marie. Nous partons et nous vous emmènerons par des petites vidéos, comme cet après-midi, dans ce pèlerinage préparatoire que nous avons voulu faire en l'honneur de Saint Charlemagne au jour de sa fête. Voilà. Et Ultreya, partons en pèlerinage sur les traces de Saint Charlemagne, et que Dieu vous garde, et la Vierge aussi.